Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, bon, j'ai un profil, vous avez compris, assez particulier. J'ai une double vocation qui est en fait, maintenant je le sais, motivée par l'étude de l'image et la création autour de l'image, hein, c'est-à-dire l'étude des origines de l'image à travers l'art pariétal et l'art paléolithique, et la création de l'image à travers mes activités de réalisateur. J'ai beaucoup de prédilection aussi pour les nouvelles technologies, donc je suis à la fois dans le passé et le futur de l'image, et ça maintenant, bon, j'ai mis pas mal de temps pour m'en rendre compte, mais ça motive un peu le travail que vous allez voir maintenant, qui est en fait le fruit d'une vingtaine d'années de recherche, en gros, qui a démarré dans les années 1990 et qui s'est poursuivi pendant une vingtaine d'années, à travers 25 ans, et qui a aussi profité de ma participation à l'étude de la grotte Chauvet de 2000 à 2017. J'ai fait partie de l'équipe durant ces années-là, et donc j'en ai profité, entre guillemets, aussi pour vérifier certaines hypothèses à travers la chance que j'ai eue donc, de participer à l'étude de cette grotte qui symboliquement représente à l'heure actuelle les origines de l'image. Bon, je dis bien symboliquement parce qu'on sait très bien qu'il y a des dates légèrement plus anciennes ou voire même plus anciennes, et on n'est pas à l'abri de découvertes encore plus anciennes, mais disons que voilà, cette grotte symbolise à l'heure actuelle ce qu'il y a de plus ancien pour notre humanité en termes d'image figurative. Donc dans un premier temps, je vais vous faire un petit tour d'horizon pour essayer d'évoquer avec vous un peu les bases de cet art paléolithique, bon, et de ces artistes donc de la préhistoire. On utilise le terme d'artiste à défaut de pouvoir utiliser autre chose. Alors il y a des débats autour de cette notion d'artiste. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on a affaire, comme le dit un peu par provocation un de mes collègues préhistoriens, on a affaire à des professionnels de l'image, quoi. Voilà, moi j'aime bien utiliser ce terme-là parce que ça enlève un peu des connotations par rapport à ces hommes de la préhistoire, ces sapiens qui, comme nous, sont capables de dessiner, créer, quel qu'il soit, et c'est ce qui est assez fascinant, quoi. Donc, on peut employer ce terme-là, bon, un peu par provocation, mais également pour bien signifier qu'on a affaire à des hommes qui maîtrisent parfaitement les techniques de représentation et qui travaillent dans les limites évidemment de leur technologie, hein. Et on a affaire à des fusées, ils travaillent à des fusées avec des silex, ils travaillent à la main, ils travaillent avec des pics, etc. Mais malgré ces limites technologiques, ils vont mettre en place des façons de faire, des façons de représenter qui nous parlent, qui nous fascinent. C'est pour ça qu'elles nous fascinent tant, parce qu'on sent bien que finalement, j'allais dire la messe est dite, entre guillemets, même si c'est pas un terme très adapté, mais bon, voilà. Donc, tout est en place très tôt, c'est ce qui est assez fascinant et ce qui traverse un peu mon travail, vous allez le voir. Donc l'art paléolithique, et cet art des cavernes, il est assez fascinant parce qu'il est focalisé sur... Oui. Ah, comme vous voulez. Non, 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 mais il n'y a pas de problème. Je comprends. Ah, voilà. D'accord. On est dans une ambiance de grotte, vous voyez, donc on peut allumer des torches. Vous avez des petites torches sur les côtés, là. Mais bon, en même temps, c'est marrant, mais c'est un peu ça également, quoi. Donc, on va un peu parler de ça, vous allez le voir. Donc, on a affaire à un art qui est caractérisé par rapport au fait que c'est un art figuratif et animalier. Alors, je dis figuratif, même s'il y a des symboles qui sont représentés dans les grottes. Vous avez vu, que ce soit la grotte Chauvet, mais surtout dans des grottes comme Lascaux, tout ça, il y a des symboles, etc. Mais en termes de figuration, il y a une volonté de figurer l'animal, de représenter l'environnement animalier. Et dans cet environnement animalier, l'homme a sélectionné des animaux. Il n'a pas représenté tous les animaux. Il s'est attaché à représenter certaines espèces, et en particulier, comme vous le voyez, plutôt les grands mammifères. Alors après, là, vous voyez, c'est des statistiques
qui correspondent grosso modo à ce que l'on sait de l'ensemble du bestiaire animalier des grottes ornées, en particulier en France. Vous voyez, donc on voit que bon, les grands mammifères comme le bison, le cheval, etc., sont majoritaires. Donc ça vaut d'une manière globale, mais en fait, depuis la découverte de la grotte Chauvet, par exemple, on voit que c'est beaucoup plus compliqué. Dans la grotte Chauvet, les espèces majoritaires sont des lions, sont les ours, vous voyez, les mammouths, des espèces plutôt dangereuses. Donc c'est à nuancer, mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que l'artiste est fasciné par, plutôt intéressé pour représenter des grands mammifères. Voilà, ce qui est pas inintéressant, donc plutôt des animaux qui ont des cycles de vie peut-être comparables aux nôtres, etc. Donc il y a cette fascination, et pas obligatoirement des espèces chassées, vous voyez, parce qu'on a souvent parlé d'art paléolithique comme étant un art de la magie de la chasse, etc., que ça servait à aider les chasses miraculeuses, etc. On voit bien que ce n'est pas toujours des espèces chassables qui ont été représentées. Et en particulier, comme je vous l'ai dit, pour la grotte Chauvet, où on a une majorité de lions, des cavernes. Donc on sent bien que c'est autre chose. Donc une fascination pour ces animaux, et donc une sélection qui fait qu'on parle très tôt, on a parlé de bestiaire, quoi. Donc une sélection d'animaux dans l'environnement animalier, avec des manques étonnants comme le loup, vous voyez, des espèces qui pourtant devraient être assez proches de l'humain, et finalement on ne les retrouve pas. Alors, comme je vous l'ai dit, des professionnels de l'image, donc qui maîtrisent parfaitement, ce terme provocateur, donc tout ça pour dire qu'ils maîtrisent parfaitement leur technique, dans les limites évidemment de leur technologie. Donc là, vous voyez Lascaux, donc la salle des tours de Lascaux, où on a ce qu'on appelle des polychromes, c'est-à-dire des peintures à plusieurs couleurs, hein, avec des aplats, du soufflé, ça a été soufflé, du pigment qui a été soufflé, ou alors des systèmes de pochoirs, enfin, ça vous avez dû en entendre parler, vous connaissez un peu ce genre de choses. Donc là, des couleurs, des variations de couleurs, des ocres, des noirs, des jaunes, parfois même des couleurs un peu verdoyantes ou un peu bleutées, enfin voilà, un ensemble de nuances qui fait qu'on parle de polychromie. Alors, du travail au fusain également, avec des effets d'estompe, comme on peut le voir là pour la grotte Chauvet, où on voit ces lions et ces chevaux, vous voyez, avec des contours très souples. Vous voyez que c'est quelque chose qui est vraiment maîtrisé. Il y a pas trop de reprises, puis c'est très, vous voyez, c'est très lié. C'est vraiment, on sent bien la maîtrise. On a affaire à des gens qui connaissent leur métier, entre guillemets. Et quand ils vont au fin fond de grotte, comme là, cette partie-là, on est à peu près à 200 mètres, 250 mètres sous terre. On n'est pas dans des conditions très faciles. Et malgré ça, face à la paroi, ils arrivent à représenter ça. Et ils le font plutôt vite. Moi, j'ai des collègues qui ont fait des reconstitutions de ce type, comme Gilles Tosello qui a travaillé sur le facsimilé de la grotte Chauvet et de la grotte Cosquer. Et en fait, quand ils reproduisent, ils se rendent compte que finalement, ça va assez vite, quoi. Ça va assez vite parce qu'ils maîtrisent parfaitement, encore une fois, leur technique, quoi. Les effets d'estompe que vous voyez sur le lion, c'est-à-dire des effets d'atténuation du pigment, ils repassent au doigt, vous voyez, ils vont au fusain, comme avec les fusains actuels, puis après ils repassent au doigt, ils effacent, voilà, des choses, des gestes très très modernes qui d'ailleurs parlent aux artistes quand ils sont confrontés aux artistes contemporains quand ils sont confrontés à ce genre de choses. Alors également de la gravure, ça c'est vrai que il y a de la gravure partout, de la gravure qui est parfois associée au pigment, parfois qui ne l'est pas, et qui est exécutée soit au silex, soit au doigt en fonction des parois, en fonction des roches plus ou moins tendres. Ça peut être fait au doigt, ça peut être fait au bâton, ça peut être fait au silex, de différentes manières. Et des gravures qui sont parfois très très fines comme celle-ci que vous voyez, où on a à gauche, vous voyez, il y a un petit bouquetin qui s'en va vers la gauche. Et alors c'est une gravure qui fait à peu près 15 cm de long, donc c'est tout petit. Et vous voyez que c'est extrêmement fin, extrêmement naturaliste. On a en plus cette dynamique des pattes. Là, vous voyez, on a l'impression qu'il frétille, qu'il est en train d'avancer vers la gauche. Donc là, pareil, des choses très délicates et très réalistes à la fois et exécutées avec maestria, avec des outils qui sont pas toujours très faciles à maîtriser, quoi. Et également, il ne faut pas l'oublier, alors on l'oublie souvent parce que c'est extrêmement rare du fait de leur conservation et aussi parce qu'on a tendance un peu à l'oublier. Ces artistes, ils ne font pas que dessiner sur des parois qui elles-mêmes ne sont pas des parois planes, hein, vous voyez, qui sont souvent des parois en creux avec des volumes naturels, etc. C'est-à-dire qu'ils tiennent compte des reliefs de la paroi, mais des artistes qui savent également travailler en 3 dimensions. Ça, il faut vraiment pas l'oublier, et très tôt.
voilà, dès les débuts, maîtrisent la troisième dimension, c'est-à-dire qu'ils sont capables de sculpter dans de l'ivoire. Vous avez vu ces Vénus aurignaciennes, ces petites statuettes de femmes qu'on qualifie de Vénus, donc qui sont sculptées dans l'ivoire, des animaux également, qui fait que les artistes maîtrisent aussi la sculpture, la ronde de bosse et le modelage, comme vous pouvez le voir là, avec ces deux bisons qui proviennent d'une grotte des Pyrénées, qui est le Tuc d'Audoubert, qui ont environ une quinzaine de milliers d'années, et qui montre à quel point on a aussi affaire à cette dextérité en matière de plasticité, quoi. Donc une maîtrise absolue des arts plastiques, quoi. Il ne faut pas oublier la sculpture. Je ne sais pas si vous avez entendu parler aussi du Rocco Sorcier, donc qui est un abri en Haute-Vienne, qui est une falaise qui fait à peu près 100-150 mètres de long et qui était entièrement sculptée de représentation d'animaux avec une qualité comparable à celle du Parthénon. C'est ça aussi l'art préhistorique, il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça qu'on insiste avec mes collègues sur ce terme de professionnel ou d'artiste de la préhistoire. Alors, à travers mon travail, je me suis focalisé assez tôt sur la représentation du mouvement, parce que c'était pour moi une problématique assez intéressante. On abordait ces animaux de la préhistoire souvent en tant que thème. Évidemment, on les identifiait, on essayait de voir comment ils étaient associés sur les parois, comment tout cela était organisé, mais finalement, on ne s'intéressait pas trop au mouvement. Alors des préhistoriens comme André Leroi-Gourhan, à la fin de leur vie, ça on ne le dit pas tout le temps, mais c'est très intéressé justement à cette question-là. Il a bien senti qu'il y avait que cette problématique du mouvement était intéressante. Donc moi je m'inscris un peu dans la continuité de ce travail qui avait été amorcé par ce grand préhistorien à la fin de sa carrière. Et donc j'ai débuté à partir des années 90 une longue étude de la représentation du mouvement, en me focalisant quand même sur les cavernes françaises en priorité, en faisant évidemment des comparaisons avec les cavités en Espagne et ailleurs. Et j'ai essayé de voir de quelle manière ces animaux étaient représentés en mouvement. Parce que pendant longtemps, on a dit que finalement, il y avait très peu de mouvement dans l'art pariétal et que cette représentation du mouvement avait plutôt tendance à devenir plus importante au fur et à mesure qu'on se rapprochait de la fin du Paléolithique. Et là, vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai étudié un corpus de plusieurs milliers de représentations et je les ai classées vraiment attentivement. J'ai vraiment mis en place des systèmes de tableaux où j'ai répertorié tous les mouvements des animaux par section corporelle. Donc là, vous voyez, bon, pour le cheval, par exemple, j'ai classé tous les mouvements qui étaient représentés de la partie de l'encolure et de la tête, mais également des yeux, des oreilles, etc. Donc j'ai fait des systèmes de classement et j'ai ensuite fait une synthèse sous cette forme-là, donc des tableaux assez synthétiques où on voit, bon, là, les chiffres ne sont pas indiqués, mais ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'à travers cet art paléolithique qui, en gros, vous savez, s'échelonne entre moins 35 000, moins 40 000 ans et moins 10 000 avant le présent. Donc on a un temps énorme de tradition culturelle artistique. Et à travers ce long chemin donc, artistique, j'ai pu mettre en évidence que finalement, tous les mouvements possibles de l'animal avaient été représentés. Vous voyez, donc, et dans certaines grottes, bon, en fonction évidemment de la densité de figures, on a plus ou moins de mouvements. Mais globalement, il n'y a pas de restriction, c'est-à-dire tous les mouvements possibles ont été représentés. Et globalement, ça vaut pour l'ensemble du bestiaire. Donc il n'y a pas obligatoirement une recherche de représentation dans un type de mouvement. Vous voyez, il y a des attitudes, il y a des postures, etc. Et finalement, tout a été représenté. Donc là, c'était très intéressant parce que ça va un peu quand même à l'encontre de l'idée de représenter des animaux symboliques, vous voyez, qui sont juste là en tant que symbole, sans plus d'autres nuances, quoi. Donc là, c'était beaucoup plus compliqué apparemment. Donc, ne serait-ce que vous avez l'exemple du lion des cavernes. Donc, là, vous avez le cas des postures que j'ai pu identifier dans le seul cas de la grotte Chauvet. Et là, c'est pareil. Vous voyez que l'animation de la tête, du cou, etc., de cet animal
offre une très grande variabilité au sein même d'une seule grotte. Vous voyez, donc on a, alors c'est subtil, vous voyez, il y a des ouvertures de bouche, des oreilles plus ou moins couchées en arrière, etc. Mais tout ça, vous savez, si vous avez des chats ou si vous observez ce type d'animal, c'est pas fortuit, vous voyez, c'est pas gratuit, ça signifie probablement quelque chose. Donc c'était intéressant dans un premier temps de faire ces classements qui intéressent également des parties du corps beaucoup plus discrètes, comme, enfin discrètes, c'est pas le cas, mais beaucoup plus, comment dire, discrètes pour nous en tant qu'hommes du XXIe siècle, occidentaux, etc., qui ne sont pas trop habitués à observer en détail les animaux. Mais par exemple, les mouvements des queues, enfin, des bovins, etc., enfin, les agriculteurs le savaient très bien, sont des vecteurs significatifs de l'humeur de l'animal. Vous voyez, c'est vraiment des très, très... Donc, et là, on se rend compte également que, bon, pour le cas du bison, voilà, tous les types de postures ou de mouvements ont été représentés. Voilà, donc j'ai fait ce classement, comme vous l'avez vu, et je me suis rendu compte à l'issue de cette étude, enfin, j'ai fait le constat qu'en fait, à peu près la moitié du bestiaire était engagé dans ce type de représentation de mouvement, c'est-à-dire avait au moins une partie du corps animée, représentée en mouvement. Mais maintenant, je suis convaincu que ça va beaucoup plus loin, parce que si on fait entrer d'autres facteurs que sont par exemple l'éclairage, le point de vue, parce qu'on est face, là vous voyez, c'est des représentations qui sont perceptibles d'une manière plane. Vous avez un écran, c'est vu en 2D, il faut bien imaginer il faut bien constater que cet art n'est pas un art en 2D, c'est un art en 3D. Les parois des grottes sont tout sauf planes, sont rarement planes. Donc si vous vous baladez dans une grotte, si vous regardez une figure suivant un angle ou suivant un autre angle, vous verrez que les postures, tout ça ne sont pas obligatoirement les mêmes que d'un côté ou de l'autre. Et si en plus on agite des éclairages ou si on se balade avec des éclairages, etc., on a des sensations qui fait qu'on a bien... alors ça, c'est du domaine du sensitif, mais on ressent bien la volonté chez les artistes de créer des images mouvement, de créer des images de vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? L'intérêt, c'est de représenter des animaux en vie sur les parois, pas juste des symboles figés. Voilà, ça c'est à défaut de pouvoir faire autrement. Donc dans le cadre de cette étude, je me suis rendu compte aussi assez tôt que dans certains cas, il y avait des tentatives de décomposition du mouvement. C'est-à-dire que les artistes étaient allés très très loin dans la représentation du mouvement. Ils avaient cherché vraiment à représenter la dimension temporelle. Et pour ce faire, j'ai répertorié plusieurs dizaines de cas où on a des tentatives de décomposition du mouvement. On les a à peu près, on a des cas qui renvoient à peu près à toutes les périodes de l'art paléolithique, c'est-à-dire de l'Aurignacien au Magdalénien, le Solutréen, etc. Le Gravétien, on a des cas un peu dans toutes ces grottes, toutes ces périodes-là. Et j'ai pu mettre en évidence donc deux systèmes de décomposition du mouvement, qui est la décomposition du mouvement par juxtaposition d'images successives et celui par superposition. Alors là, je vais vous montrer un petit audiovisuel qui va... Voilà. Donc je fais... Bon, il y a une musique, je vais essayer de baisser le son. Voilà. Donc, je vais revenir... Hop. Excusez-moi, c'est passé une manip à faire. Ah oui, pardon. Voilà. Alors. Excusez-moi, je remets au début, mais comme j'ai une petite manip à faire, voilà. Donc voilà, sur cette vidéo, vous avez les deux cas de décomposition du mouvement qui vous sont présentés. Donc là, c'est le système par superposition d'images successives. C'est-à-dire là, vous avez le cas de 3 images successives qui montrent le mouvement de balancier d'un cheval, vous voyez, de la tête d'un cheval. Donc ça, ce sont des gravures qui proviennent de la grotte de Lascaux. À Lascaux, comme vous le savez, bon, il y a ces grandes peintures de la salle des taureaux, mais vous avez aussi dans le passage, etc., pas mal de gravures moins connues. Et vous avez dans ces secteurs-là de la grotte pas mal d'effets de décomposition. Là, par exemple, vous avez un animal en train de se cabrer
en 2 images, vous voyez, en 2 images successives. Alors vous avez le cas aussi d'animaux avec des têtes multiples. Alors évidemment, on peut aussi émettre l'hypothèse qu'on a affaire à des repentirs, c'est-à-dire des corrections graphiques tendant à corriger le dessin, qui fait que bon, on estime que la tête est mal placée, on va refaire tout ça. Mais bon, voilà, vous avez le cas quand même d'animaux à 5 têtes, on peut commencer à douter quand même de ce genre d'hypothèse. Et puis comme vous allez le voir, vous avez des cas assez troublants et assez significatifs où on sent bien que les artistes sont allés beaucoup plus loin qu'on ne le pensait dans la retranscription donc, de cet effet de dynamique quoi, qui est recherché, qui tend donc à montrer l'animal dans 2 postures successives ou complémentaires. Donc là, vous avez peut-être un cheval en train d'être abattu. C'est la grotte des Trois Frères dans les Pyrénées. Vous avez le graphisme d'une arme de jet, et puis la conséquence où on voit l'animal en train de s'affaisser. Donc là, vous avez un mouvement de queue qui matérialise l'énervement d'un bison qui est en train qui est assez agressif, qui est en train de repousser vers l'arrière, là également. Bon, c'est des mouvements assez typiques signifiant l'agressivité de ce genre d'animaux. Hein. Donc, ça, vous pouvez voir sur les taureaux, les bisons, etc. Donc, c'est des choses très connues. Donc, il y a pas mal de gravures de ce type dans cette fameuse grotte des Trois Frères. Et là, pareil vous avez 2 postures représentées l'une sur l'autre et qui coïncident avec une arme de jet sur le flanc, comme si l'animal était abattu. Vous voyez, Alors, ce sont des cas assez rares, hein. Ce n'est pas un phénomène généralisé, mais on sent bien dans certaines grottes, à certains moments, peut-être des individus plus doués que d'autres qui ont pressenti ce genre d'effet de décomposition. C'est des choses qu'on retrouve dans notre histoire de l'art. Vous voyez, par exemple, avec Léonard de Vinci dans ses codex, où il décompose le mouvement des oiseaux, etc., fait le vol des oiseaux, etc. Et là, vous avez des mouvements un peu, vous voyez, des flous graphiques, comme je les interpelle, avec les pattes qui sont multipliées ou qui ont un phénomène de vibration graphique au niveau des pattes qui traduit également ces mouvements rapides. Donc là, alors ça, c'est une scène d'accouplement qui a été représentée au Portugal, qui est la seule scène d'accouplement vraiment avérée de tout l'art paléolithique. Hein. Et on voit un étalon en train de chevaucher une jument, et sa tête, elle est décomposée en 3 graphismes, avec la tête qui va mordre l'encolure de la femelle. Bon, c'est des choses très naturalistes qu'on perçoit dans la nature, donc qui sont assez étonnantes. Pour en plus un comportement qui est quasiment tabou dans l'art paléolithique. Il n'y a aucune scène d'accouplement dans l'art paléolithique. C'est pas bon. Voilà, peut-être un tabou. Là également, bon, un mâle qui flaire une femelle. Et là, vous avez, pareil, une toute petite gravure. Alors celle-là, elle est, je crois elle est en deçà de la dizaine de centimètres. Et vous avez le sol qui est représenté, ce qui est extrêmement rare, et les pattes qui glissent sur ce sol, vous voyez, avec des petits traits comme... voilà. Alors là, une gravure assez étonnante qui a été faite sur une plaquette. Et vous voyez, il y a plusieurs profils de chevaux. Alors, est-ce qu'il s'agit de plusieurs individus ou d'un seul individu? Mais ce qui est sûr, c'est que quand on décompose les différentes postures et qu'on les réanime par le biais de l'infographie, vous voyez, vous avez vraiment une fluidité qui est plus que troublante. Alors, on est quasiment dans un décalque de documentaire naturaliste. C'est comme si on avait décalqué des images réalistes sur un film, quoi. Alors l'autre phénomène de décomposition, c'est celui de la juxtaposition. Vous avez les images successives qui sont les unes après les autres. Et un des cas les plus intéressants, c'est cette frise de l'ion des cavernes en train de bondir. Vous voyez que si vous superposez les 3 images, vous avez cet effet de bondissement qui est pareil. Alors est-ce qu'il s'agit de 3 individus différents ou du même individu? En fait, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est la dynamique d'ensemble qui est traduite, vous voyez. Et c'est des choses qu'on retrouve, pareil, vous retrouvez, c'est des artifices graphiques, des processus que vous retrouvez également dans l'art médiéval, dans l'art antique, au Parthénon, avec des départs au galop de chevaux, vous voyez, qui sont dans différentes postures et dont l'association décompose le mouvement théorique d'un même individu. Donc, il y a cette volonté de... Alors, voilà. Comment ? Alors je sais qu'il circule, ouais.
sais qu'il a été piraté. Donc je sais plus par qui, mais je sais qu'il a été piraté. Puis après, j'ai fait un documentaire j'ai co-réalisé un documentaire. J'ai eu le cas de figure où j'ai co-réalisé un documentaire sur mes propres recherches pour Arte. Et le documentaire est visible et vous avez à l'intérieur toutes les images que vous voyez là, vous les avez. Donc c'est un documentaire qui s'appelle Quand Homo sapiens faisait son cinéma, qui est sorti il y a quasiment maintenant presque une dizaine d'années. Mais sinon, sur Internet, il y a des choses qui circulent. Ouais. Je sais que ça a été piraté plusieurs fois. Donc, alors. En plus, pour l'anecdote, c'est une vidéo que j'ai fait il y a plus de 30 ans, c'est-à-dire au tout début de mes recherches. Mais je l'ai faite et en la faisant, je me suis dit c'est pas possible. Vous voyez, c'est spectaculaire, hein, ça semble évident. Donc c'est pour ça que j'ai passé à partir de là quasiment 20 ans de ma vie à travers un doctorat, à travers l'étude à Grosse-Chauvet, pour essayer entre guillemets de blender l'hypothèse, quoi. Parce que j'ai dit on va me reprocher d'avoir transféré des visions. Enfin, oui, c'est tellement particulier comme approche. Et en fait, voilà. Mais ce que vous avez vu là, je l'ai réalisé il y a plus de 30 ans. Hein. Mais j'ai mis le temps, vous voyez, de digérer ce travail-là et également de l'argumenter sous forme de publication. Il y a eu des premières publications, puis après il y a eu des ouvrages, puis après, etc. Donc pour vraiment aller au bout de mon travail. Alors, par contre, ouais, voilà, j'essaie. Excusez-moi, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, donc vous voyez, j'ai pu travailler, donc j'ai eu cette approche naturaliste qui fait que ça m'a permis de mettre en évidence donc, ces différents types de mouvements, très précisément, vous voyez, ça allait jusqu'à l'analyse du clignement d'un œil, quand c'était possible, parce que les yeux ne sont pas toujours représentés. Et notamment, moi, ce qui m'a fasciné assez tôt, c'est qu'on avait un peu négligé, par exemple, l'observation des oreilles ou des queues, vous voyez, des trucs comme ça, qui sont pourtant des marqueurs vraiment très significatif de l'humeur de l'animal, donc de son comportement. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois ces classements faits de mouvements et de mouvements également décomposés, une fois analysé tout ça, j'ai essayé de voir à quoi ça correspondait. Et donc là, j'ai fait ce que j'ai appelé du comparatisme éthographique, c'est-à-dire j'ai essayé de voir ce que dans la nature, dans les animaux actuels ou les animaux du passé, par comparaison, j'ai fait des comparaisons évidemment entre les mammouths et les éléphants actuels pour essayer de voir le type de comportement que ça donnait. Alors, il y a évidemment des limites à ce type de comparaison, mais grosso modo, les comportements sont quand même évidemment comparables. Et donc, j'ai essayé de voir à quoi correspondait chaque type de mouvement que j'avais identifié. Alors parfois, ça pouvait correspondre à plusieurs types de mouvements, plusieurs types de comportements. Et là, je me suis rendu compte, en fait, que ces comportements, ces actions, comme je les appelais aussi, ces actions comportementales, pouvaient aussi s'associer entre elles. C'est-à-dire, par exemple, un animal en train de courir pouvait poursuivre une proie, un animal en train de charger pouvait charger évidemment un autre individu, donc déjà ça crée des systèmes de scènes, et ces scènes pouvaient également s'associer entre elles et constituer des systèmes de séquences, les séquences pouvaient également s'associer entre elles, et donc on avait quelque part les bribes de ce qu'on peut qualifier d'un début de narration graphique, de narration, c'est-à-dire de récit par l'image, hein, des choses très a priori avancées, parce qu'on ne s'attend pas trop à ça, et qui pour moi sont maintenant une évidence. C'est-à-dire que l'image a très tôt exploré cette fonction narrative. Même on va au-delà, c'est-à-dire que je pense que la fonction narrative fait partie et une des propriétés majeures, sinon la propriété majeure de ces images figuratives. On parle bien d'art figuratif. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis appuyé aussi sur des travaux de spécialistes, notamment un narratologue québécois qui avait étudié, qui faisait référence aussi à mes travaux et qui avait étudié la narration graphique et qui avait échafaudé un système de classification. Je m'en suis largement inspiré pour voir ce que cela pouvait donner dans le cadre de l'art paléolithique. Et donc, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que la narration graphique pouvait être mise en évidence à partir du moment où on pouvait mettre en évidence plusieurs stades qui étaient évolutifs, de plus en plus sophistiqués. Et donc, j'ai essayé de voir
ces différents stades pouvaient être mis en évidence dans l'art paléolithique. Alors je n'ai pas pu le faire systématiquement parce que c'est un travail monstrueux, même maintenant il faudrait que je continue à le faire, mais j'ai pris des grottes significatives pour le démontrer, et on a pu, vous allez le voir, j'ai pu mettre en évidence le fait que ces différents niveaux pouvaient être mis en évidence. Alors, comme je vous l'ai dit, donc le niveau 1, c'est l'action individuelle, c'est-à-dire l'animal en train de faire quelque chose individuellement, il lève la tête, il est en alerte. Ça peut être un cerf en train de lever la tête, donc il y a un état d'alerte. Ça peut être un animal en train de courir, etc. Puis le niveau 2, donc c'est la scène, donc je vous ai dit, par exemple, un animal qui fonce vers un autre animal, donc une scène d'affrontement. Le séquençage, c'est à partir du moment où deux scènes peuvent être associées, c'est-à-dire un animal qui surveille sa proie, puis un animal qui poursuit sa proie, au sein même de la même composition, vous voyez, ou de la grotte, ça peut être à l'échelle d'une grotte. Voilà. Et après, le séquençage, le niveau 4, qui est le plus élaboré, le plus complexe, suggérerait qu'il peut y avoir plusieurs fils narratifs imbriqués ou parallèles. Et vous allez voir que c'est tout à fait possible pour l'art paléolithique. Alors, pour démontrer ce que je viens de vous exposer, j'ai pris évidemment le cas de la grotte Chauvet parce que, pour deux raisons, parce que c'est une grotte que je connais bien, j'ai eu la chance d'y travailler longtemps, comme je vous l'ai dit, et aussi parce que quelque part, c'est une grotte qui est extrêmement adaptée à mes hypothèses, parce que c'est un art narratif, c'est un art figuratif, très dynamique, avec des animaux vraiment représentés avec un style qui est propre, mais qui est également qui est propre aux artistes de l'Aurignacien de cette époque-là, mais également qui est très dynamique. Donc vous voyez, c'était quelque chose qui se prêtait parfaitement à la démonstration. Et puis bon, il y a une densité de figures qui fait que vous avez un millier de motifs, dont la moitié qui représente des figurations, des images figuratives. Et puis également le fait que ça nous renvoie aux origines, ce qui démontre bien que ce que je vous expose est en place dès le départ. Alors, dans cette grotte, donc là vous voyez le plan de la grotte vu de dessus. Donc au fond de cette grotte, il y a ce que l'on appelle la salle du fond, qui est un peu comment dire, une espèce de résumé de l'iconographie de la grotte. Vous retrouvez toutes les espèces qui sont représentées dans cette salle du fond, qui s'apparentent. On a la sensation, quand on rentre dans cette partie de la grotte, de rentrer vraiment dans le cœur, entre guillemets, du sanctuaire, du temple, je ne sais rien. Vous voyez, il y a des analogies très fortes par rapport à la forme de cette salle et par rapport à des configurations de type temple, enfin, édifice religieux ou autre, quoi. On est vraiment dans quelque chose d'englobant, vous voyez, avec des images de part et d'autre, un peu aussi comme la salle des taureaux à Lascaux. Et donc, dans cette partie-là de la grotte, vous avez de part et d'autre donc des compositions antécédentes, dont la plus importante qui est celle le grand panneau de la paroi gauche, où là vous avez un résumé. Globalement, toutes les représentations de la grotte sont présentes, les lions, les rhinocéros, les éléphants, vous voyez, ils sont tous en train de bouger dans tous les sens, chevaux, etc. Donc une espèce de résumé du bestiaire dans une grande composition qui s'étend entre 10 et 20 mètres. Il faut savoir que la plupart des parois de cette salle sont décorées. Mais là, il y a vraiment une densification de la décoration. Alors, si on regarde du côté gauche de cette grande composition, on a 3 profils de lions des cavernes qui sont représentés vers la gauche, qui sont quasiment grandeur nature. Hein. C'est des figures, c'est des représentations qui font entre 2 et 3 mètres de long, hein, développé là, vous voyez, on n'est pas à l'échelle, c'est beaucoup plus important. Et vous avez ces 3 profils que vous voyez vers la gauche, avec les oreilles en arrière, les 3 lions, les oreilles en arrière, la tête baissée, vous voyez, la bouche entrouverte, comme des animaux à l'affût, vous voyez, en train de surveiller leur proie. Vous voyez ce que ça donne avec un chat si vous avez un chat, quoi, hein, vous voyez la posture caractéristique. Et ça, on est sur le côté gauche de cette grande composition. Alors on peut se demander s'il surveille une proie. Alors ça peut être
Juste à côté, vous avez un petit rhinocéros qui est isolé, comme ça peut être le cas quand les lions, vous savez, chassent en meute, ils chassent toujours évidemment des individus faibles, soit des jeunes isolés, soit des personnes malades, etc. Enfin, des individus plus en difficulté, quoi, hein, disons. Donc ça peut être ça, ou ça peut être autre chose. Ça peut être aussi, pourquoi pas, le visiteur qui entre dans la grotte et qui se retrouve confronté à ça. Donc il y a un effet quand même de mise en scène, vous voyez, dans cet espace qui est, encore une fois, on se retrouve un peu comme ici, hein, dans la pénombre, avec, il faut imaginer qu'on longe la paroi avec des éclairages, on peut longer la paroi avec des éclairages à la main, des torches, etc. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y avait énormément de charbon qui a été trouvé sur les sols. Ça veut dire qu'il y a énormément de foyers qui ont été faits dans ces endroits d'abord. Est-ce que c'était juste pour éclairer ou pour des cérémonies, tout ça, je ne sais rien, mais certainement que ça a participé à la mise en scène des images sur les parois, peut-être pas dans le cadre de cérémonies. Bon, voilà, ça, on n'en sait pas plus. Mais l'éclairage pouvait participer à la mise en scène de ces images. Donc si on regarde de l'autre côté de cette grande composition, vous pouvez voir à ce moment-là le lion des cavernes, beaucoup plus d'individus par rapport à ce que vous avez vu à gauche, et le lion des cavernes, le même animal. Est-ce qu'il s'agit du même animal ou d'autres animaux, ça c'est autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est que le thème lion des cavernes est engagé dans un autre type de comportement qui à ce moment-là correspond à la chasse de la proie, quoi. C'est-à-dire là vous avez, vous voyez, une quinzaine d'individus de lions avec les têtes plus ou moins avancées, alors des tailles plus ou moins importantes. Vous avez des petites têtes. Est-ce qu'il symboliquement dans cette meute on a intégré des petits, ça c'est difficile, c'est pas trop naturaliste, mais bon, voilà. Est-ce que dans l'imaginaire des artistes, il y avait cette volonté de représenter le lion des cavernes, entre guillemets, en famille, à travers une meute en train de chasser? Ce qui est sûr, c'est que le mouvement d'ensemble montre donc ces lions en train de se ruer, vous voyez, vers la gauche. Et vers la gauche, vous voyez, il y a une succession de têtes de bisons. Les pattes sont aussi amorcées sur certains individus. Et vous avez les bisons qui sont en train de fuir. Vous voyez les têtes comme ça tendues vers l'avant, en train de fuir vers la gauche. Donc l'association à ce moment-là entre ces comportements dits individuels crée une mise en scène là également. Donc on parle souvent de scènes de chasse dans ce cas précis. Et effectivement, on a ce moment-là de la chasse au bison qui est représenté. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez déjà, au sein même d'une grande composition, de part et d'autre, vous avez deux moments qui potentiellement peuvent se compléter, c'est-à-dire des lions en train de surveiller leur proie, et de l'autre côté, vous avez des lions en train de poursuivre une proie. Donc ça, c'est quand même intéressant, et c'est des choses qui n'avaient pas été particulièrement mises en avant avant mes travaux. C'est-à-dire, encore une fois, si on revient à André Leroi-Gourhan, donc comme je vous l'ai dit, le grand préhistorien qui avait une théorie assez symbolique de l'art pariétal et qui, malgré tout, à la fin de sa vie, est revenu sur quelque chose de beaucoup plus naturaliste, mais il n'a pas eu le temps, pour la faire court, d'aborder en détail ce travail-là. Bon, moi, donc, d'un côté, je m'inscris dans la continuité de cette approche dite naturaliste, mais de l'autre côté, André Leroi-Gourhan a toujours dit qu'il y avait très peu ou quasiment pas de scènes dans l'art paléolithique. Il prenait pour seul exemple la scène du puits de la grotte de Lascaux. Vous savez, l'individu avec le bison éventré. Je ne sais pas si vous voyez, je crois que je vais vous le montrer un peu plus loin. Et en fait, moi, je ne suis pas d'accord. Au contraire, il y a énormément de scènes dans l'art paléolithique. Le problème, c'est que la notion de scène a souvent été associée à celle de la présence d'un humain. Et comme on a un art, vous voyez, figuratif, mais plutôt animalier, effectivement, on n'a pas la même perception de ce genre de mécanisme. Et en fait, à partir du moment où vous regardez les animaux et que vous avez conscience qu'il peut s'agir d'actions qui ont été représentées, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de mise en scène dans l'art paléolithique et qu'il y a énormément de scènes dans l'art paléolithique. C'est peut-être un art, justement, de la mise en scène. Donc, si on va un peu plus loin sur la paroi, si on continue le long de la paroi, comme on continuerait le long d'une paroi au sein d'un chœur de cathédrale ou dans un temple égyptien ou ce genre de monument où les images englobent à ce moment-là la décoration de l'espace architectural, où vous allez voir qu'il y a d'autres moments liés à la chasse au bison.
Alors notamment là, vous avez un individu, un petit bison, probablement un jeune, qui est en train de repousser de la patte antérieure, hein, deux lions, vous voyez, qui sont en train d'agresser. Alors c'est marrant parce que vous avez la patte qui est vraiment plaquée sur le front d'un des prédateurs. Donc ça, c'est quelque chose là également de très dynamique, très, vous voyez, une très grande variabilité. C'est pas toujours le même type de mouvement qui est représenté. On a vraiment des nuances, des choses qui peuvent refléter les observations qui ont été faites dans la nature, très très précises, ouais, des moments qui ont été faits par ces artistes qui sont, comme vous le savez aussi, des chasseurs-cueilleurs quoi, par nature, donc des observateurs attentifs de la nature. Alors un peu plus loin également, vous avez, là, alors là c'est intéressant parce que vous avez un pendant de la paroi, c'est-à-dire une retombée du plafond à gauche, vous avez des lions en train de se déplacer, pareil, les bouches entrouvertes un peu signifient un peu le rugissement, et en face eux, sur une autre paroi, sur notre plan de paroi, vous avez ces deux bisons, dont un qui est en train de relever la tête en direction des lions, vous voyez, qui semble surpris, et l'autre qui est tourné dans l'autre sens. Donc là, vous avez, ce qui est intéressant, c'est l'hypothèse d'une interaction sur deux plans de paroi. Donc, vous voyez, c'est un peu provocateur ce que je dis, mais c'est aussi pour bien signifier ces choses dont on prend conscience qu'on utilise cet art paléolithique, notamment avec Jean-Claude. J'ai beaucoup travaillé avec Jean-Claude et on a fait des relevés ensemble. Et on s'est rendu compte que les décorations aussi pouvaient couvrir plusieurs plans de parois. C'est-à-dire que quelque chose pouvait démarrer d'un côté sur ce système de pendant, il pouvait y avoir des gravures ou des peintures qui étaient dessinées sur les trois plans. Donc on commençait à lire l'animal d'un côté, puis il fallait se déplacer pour finir de le lire ailleurs. Donc on peut présupposer également que des compositions peuvent aussi s'échelonner sur plusieurs plans de parois. Vous voyez, donc voilà, ça, il faut bien avoir conscience qu'on est dans un art qui est représenté pour être vu sous différents angles et en relief, pas un art en plat. Tout ça pour dire que notre perception de cet art est souvent déformée par rapport au fait qu'on l'observe à travers des publications, à travers des bouquins, etc. Alors qu'il faut vraiment le percevoir en immersion dans la caverne, c'est-à-dire dans un espace en 3 dimensions. C'est la différence fondamentale avec la notion de musée, où bon, voilà, si vous regardez des peintures sur des murs, ou si vous observez des fresques dans une chapelle, elles sont sur des plans, etc. etc. Là, on est dans quelque chose qui est soit balbutiant, soit archaïque, soit au contraire très évolué. Ça, je ne vais pas aller plus loin, mais voilà, avec une perception qui se fait, entre guillemets, en relief, quoi. Alors, de l'autre côté de la face aux images que je viens de vous présenter, sur la paroi droite de cette salle du fond, vous avez un autre moment de chasse, alors, qui est lui représenté et qui est gravé, alors qui est un peu plus difficile à lire, mais qui représenterait à ce moment-là la conclusion de cette chasse. Donc vous avez un grand lion à gauche qui est tourné vers la droite et qui est en partie superposé sur la tête d'un bison. Donc encore une fois, le prédateur et sa proie. Et alors, là, sur ce relevé que nous avons réalisé, on voit très bien que vous voyez, une partie de la joue et du larmier, comme on dit, se confond avec la corne du bison, de la tête de bison qui est figurée à droite. C'est-à-dire, c'est un jeu graphique, mais qui peut aussi avoir un caractère symbolique, c'est-à-dire qui associe la proie et son prédateur. Et ce qui est intéressant, c'est que au-delà de ça, c'est que d'un point de vue naturaliste, on voit que l'animal, le prédateur a la bouche entrouverte, on a l'impression qu'il est en train de tordre, enfin de tirer sur la tête du bison, un peu comme le ferait un lion d'Afrique avec un buffle qu'il est en train de coucher au sol pour l'étouffer. Donc il mord les cornes, puis après il l'étouffe pour lui donner la mort. Donc on a probablement sur cette partie-là de la paroi, en gros, la conclusion de la chasse. Par contre, ça ne va pas au-delà. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve jamais dans l'art paléolithique. Comme je vous l'ai dit, bon, les scènes d'accouplement, elles ne sont jamais représentées en tant que telles. Il y a un ou deux cas, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais c'est excessivement rare. Et il n'y a pas de scène où on voit des animaux, un prédateur en train de dévorer sa proie, par exemple. Ça, c'est des choses qui... Voilà, ça n'intéresse pas. Ou est-ce que c'est tabou? Est-ce que ça n'intéresse pas? Enfin, voilà. Ça, on n'en sait rien. C'est difficile de se prononcer. Mais on a autant il y a une grande variabilité de mouvements et de comportements associés, autant là, il y a une absence volontaire de représenter ces moments-là du cycle de vie de l'animal.
Donc là, on s'arrête juste au moment de la mise à mort, entre guillemets. Alors, toujours dans cette salle, on a un autre moment justement de cycle de vie de l'animal qui n'est pas donc la scène qui n'est pas l'accouplement, mais qui renvoie indirectement à l'accouplement des lions. Donc un autre moment du cycle de vie du lion des cavernes, qui est une scène de préaccouplement où l'on voit, vous voyez, il y a une silhouette de félin qui est à l'intérieur, en train de se frotter contre une silhouette plus importante de félin qui serait un mâle. On voit que la figuration du sexe est représentée, vous voyez, sous la queue, enfin, il y a le scrotum qui est représenté. Donc on aurait, ce que je vous dis, c'est aussi, ça correspond aussi à l'identification qui a été faite par le spécialiste des lions d'Afrique, Greg Packer, qui est venu dans la grotte Chauvet il y a maintenant une vingtaine d'années, qui a aussi identifié ces différents types de comportements. Donc on a probablement une scène de préaccouplement, c'est-à-dire le moment où la femelle se frotte contre un mâle pour activer l'activité sexuelle, évidemment. Mais bon, ça s'arrête là. Par contre, on a cette volonté de représenter l'animal à ce moment-là de son cycle de vie. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en résumé, si on prend juste l'espèce lion des cavernes et sa représentation dans cette partie-là de la grotte Chauvet, on se rend compte qu'en se déplaçant, vous voyez, on rentre par la partie gauche, là, puis j'ai schématisé un parcours que l'on pourrait faire, un parcours théorique, et en faisant ce parcours théorique, en fait, on suit quelque part le cycle de vie de l'animal de manière évidemment très, très elliptique, très, très synthétique. On a l'animal en train de se préaccoupler, donc la symbolique d'accouplement, de la naissance, etc. Puis après, plusieurs moments liés à la chasse, donc à la survie, donc à la prédation, etc. L'animal à l'affût, l'animal qui poursuit sa proie, qui isole sa proie, puis qui finit par la dévorer. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un séquençage. C'est-à-dire que le fameux niveau 3, on a des scènes qui s'associent et qui forment des séquences, et ces séquences forment donc une bribe de narration. Donc c'est le niveau 3 que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors, ce qu'on peut dire également, enfin, si je reviens vite fait, voilà. Là, en fait, si vous regardez le grand panneau, évidemment, vous allez me dire, mais il y a des rhinocéros, il y a d'autres espèces qui sont également engagées dans notre comportement. Et c'est là où on peut suggérer qu'il y a un système de séquençage complexe qui fait que, vous avez vu, on a mis en évidence cette scène de chasse au bison par le lion des cavernes, mais ça peut être aussi mélangé avec aussi d'autres bribes de récits naturalistes où on voit, par exemple, là, on les voit en petit, mais on voit des rhinocéros en train de s'affronter, comme on peut les observer au moment des regroupements liés aux rutes, etc. Donc un grand moment aussi, comment dire, une grande séquence de leur cycle de vie. Ce qui est, voilà. Donc ça veut dire plusieurs cycles de vie qui s'imbriquent entre eux et qui sont représentés au sein d'une même composition. Donc ça serait plutôt la mise en évidence d'un système de séquençage complexe qui renverrait évidemment vers un système de narration graphique, qui serait la mise en évidence d'un système de narration graphique. Alors, un petit exemple que j'ai eu la chance aussi de mettre en évidence dans une autre grotte qui est au nord de Nîmes, qui est beaucoup moins connue, qui est la grotte de Baume-la-Trône, qui est située sur l'agglomération de la ville de Nîmes. Bon, ça c'est quelque chose de très peu connu, et qui est daté également de la période de l'Aurignacienne, c'est-à-dire de la même période que la grotte Chauvet. Et dans cette grotte, à environ, pareil, 400 mètres sous terre, on a une grande composition qui est, elle, beaucoup plus schématique. Pourtant, on est à la même période, en gros, que la grotte Chauvet, mais on a d'autres façons de faire. Ça rejoint un peu ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire on a des façons de faire, on a une maîtrise technologique, on a des outils, etc. Mais on peut représenter, on a une certaine liberté aussi de représentation, et comme on le voit ici, à cette même période de l'Aurignacien, eh bien, on représente les animaux d'une autre manière. Et là, vous avez des tracés qui ont été faits à l'argile au doigt, c'est-à-dire que le doigt a servi les mains ont servi de pinceau, et les artistes ont dessiné à la main sur les parois. Et ce que vous voyez, c'est fait sur un plafond d'assez grande dimension, et vous avez par exemple ce profil qui ressemble à un profil de serpent, qui est en fait un profil schématique de lion des cavernes. Donc notre façon de représenter le lion des cavernes,
avec la bouche, vous voyez, qui est entrouverte, le feulement, enfin, ou le rugissement ou la langue qui est figuré, les crocs, vous voyez, de manière très très schématique. Et ensuite, vous avez aussi une autre façon de faire les mammouths, vous voyez, de manière très 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 différente de celle de la grotte Chauvet. En apparence, parce que j'ai eu la chance d'étudier des gravures dans la grotte Chauvet qui s'apparentent à ce genre de choses, sauf qu'elles sont moins montrées. C'est aussi ça. L'art paléolithique, c'est également ça. C'est-à-dire, on vous montre au niveau du public, on montre toujours les belles images, mais il y a parfois des choses moins belles ou alors différentes. Et c'est vrai que la grotte Chauvet, on a toujours tendance à montrer ces grandes scènes noires, vous voyez, ces beaux lions, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des gravures et vous avez des gravures qui sont complètement comparables à celles-là. Donc ce qui montre bien on est probablement dans les mêmes horizons chronologiques et par contre qu'il y a peut-être plusieurs mains dans ces grottes, plusieurs périodes. Vous voyez, donc ça c'est d'autres interrogations. Alors juste ce cas précis pour vous dire, pour vous montrer donc que là, euh, à cette même époque que Harold Chauvet, vous avez un autre cas de narration graphique, mais comment dire, qui met toujours en scène le lion, mais d'une autre manière, c'est-à-dire d'un point de vue esthétique, on est dans quelque chose de différent, beaucoup plus proche, vous voyez, de l'art contemporain, de l'art moderne, avec des tracés très très à tendance schématique, avec des systèmes d'abréviation. Mais par contre, on a cette volonté de traduire de représenter une autre chasse significative, mais qui est là beaucoup plus, qui a probablement marqué les esprits des artistes qui l'ont représenté. Où vous avez au centre cette forme serpentine, donc qui représente un grand lion des cavernes, qui est là et isolé, contrairement à la grotte Chauvet. Il est isolé, par contre, il est au niveau de l'échelle, il est beaucoup plus grand que les différents mammouths qui sont représentés autour de lui. Donc une volonté, vous voyez, de sublimer donc, le lion des cavernes, de le grandir, entre guillemets. Et tout autour, vous avez des mammouths probablement en train d'être chassés, avec certains qui sont représentés un peu plus haut, alors de manière très schématique. Là, je vais un peu vite parce que c'est un peu compliqué. Mais vous voyez là, vous avez, ça c'est un mammouth, vous avez la trompe, vous avez la tête, vous avez les déphasmes qui sont vus de manière cubiste, c'est très, très marrant comme type de représentation, bon, le corps et la vague. Donc ça c'est un mammouth en train de barrir. Et ce que je vous dis, bon, c'est des gravures qui ont été, des peintures qui ont été mises en évidence, qui ont été découvertes dans les années 1940, quasiment en même temps que Lascaux, qui ont été vues par les spécialistes de l'époque, par Desbreux, qui ont été définis aussi par André Rogoff. C'est un cas très très particulier de l'art paléolithique qui est un peu proche de ce qu'on peut voir dans l'art moderne, etc. Mais en même temps des images très expressionnistes. Et donc ces animaux voilà, sont en train de s'écarter, vous voyez, de ce grand lion qui est au centre de la composition et qui montre, voilà, qui assoit sa domination. Donc c'est probablement quelque chose de beaucoup plus symbolique par rapport à la grotte Chauvet. On est plus dans des chasses naturalistes. Donc une chasse probablement au mammouth qui a marqué les esprits de ces chasseurs. Et ce qui me fait dire ça depuis que j'ai travaillé sur ces images-là, c'est qu'on a un autre cas qui a été authentifié par le préhistorien Michel Orblanchet dans une grotte qui s'appelle la grotte Roucadour, qui est quasiment aussi ancienne que celle-ci, où on a également une chasse au mammouth par des lions des cavernes. Alors ça peut paraître étrange, mais il peut se produire des chasses de ce type, même à l'heure actuelle, quand voilà, les lions d'Afrique peuvent à certains moments s'attaquer à des éléphants, des éléphantos, etc. Parce qu'évidemment, l'éléphant est un animal quelque part beaucoup plus dangereux que le lion, mais voilà, il peut y avoir à certains moments ce type de chasse, et ça a certainement marqué les esprits de ces chasseurs-cueilleurs, et donc ça explique un peu ce genre de composition. Donc là, c'est une illustration que j'avais faite pour un peu expliquer la technique de représentation que j'ai évoquée. Voilà, donc bon là je vais assez vite, mais par rapport à ce que je vous dis, bon, ce système de narration graphique, donc d'associer les images et de raconter par l'image, dont la figuration visuelle évidemment c'est quelque chose de connu, vous le retrouvez à travers les millénaires, à travers bon, l'exemple du livre des morts, vous avez la colonne de Trajan à Rome, donc qui raconte en plusieurs séquences donc, des chasses, une bataille assez glorieuse de l'empereur Trajan. Vous avez le cas évidemment de la tapisserie de Bayeux.
Voilà, jusqu'à l'invention de la narration graphique moderne, qui est en fait la bande dessinée, donc la narration par le séquençage graphique. Alors, à travers mon travail donc, sur le mouvement, évidemment, la question de l'animation par l'éclairage s'est posée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a affaire à des images fixes sur des parois qui sont plutôt en volume et donc qui peuvent jouer avec la lumière, quoi. Donc ça, c'est vrai qu'on est, comme ici, on est dans des espaces naturels sombres ou dans la pénombre s'ils sont près de la lumière du jour. Et donc, à partir de là, évidemment, les éclairages devaient avoir une incidence à la fois sur la façon de faire ces images, mais également sur la façon de les percevoir. Donc, je vais vous montrer un petit film qui a été tourné dans la grotte du Castillo, au nord de l'Espagne. Alors, attendez, par contre, toujours pareil, voilà. Ah, ouais. Excusez-moi pour les manips. Donc, je vous laisse regarder. Un bisonte aprovechando el relieve de una estalagmita que han completado con pintura y con grabado. Las patas traseras son completamente naturales, lo mismo que la cola. Por aquí viene la grupa y hasta aquí no han tocado absolutamente nada. A partir de aquí la jiba está pintada de negro, la oreja es un agujero natural pintado alrededor, un cuerno grabado y pintado, restos de pintura del otro cuerno, la cabeza grabada, el ojo, las patas delanteras muy pequeñas grabadas y pintadas, el vientre. Tenemos una tercera pata trasera grabada aquí que tiene un talón como un pie humano, con una pantorrilla que asciende hasta el vientre, aproximadamente. Esto hizo pensar a Ripoll, que publicó en su día, que era más que un bisonte, era una figura humana enmascarada de bisonte, es decir, un chamán, un posible brujo. Y después tenemos la sombra que proyecta la columna. Vamos a ver, así la vemos. Así, sobre la pared. Sobre la pared se ve la sombra de una probable, o discutible figura antropomorfa con dos patas pintadas en negro. Es decir que haciendo coincidir la sombra con las patas tenemos el posible chamán puesto de pie. Pero como hay las patas es la prueba que lo hicieron. Que lo hicieron adrede, claro. Sí, sí. Porque además no hay más que las patas. Sí, claro. Si hubieran querido hacer algo, esas patas pertenecerían a otra cosa, pero solamente pueden pertenecer a la sombra. Impresionante. Muy impresionante. La primera vez que yo lo vi me impresionó fuertemente, me dio una sensación de miedo. Voilà, bon, je vais passer, donc je reviens. Voilà. Donc ce petit exemple pour vous montrer que, évidemment, les éclairages que sont les torches ou les foyers au sol, etc., sont des éclairages dynamiques avec une colorimétrie particulière qui a certainement influé
sur la perception, mais comme je vous l'ai dit également, sur la façon de faire ces images-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, évidemment, à étudier, à mettre en évidence. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, c'est en train de devenir un axe vraiment très important de la recherche. Alors ça a mis du temps à se mettre en place parce qu'il est très difficile, évidemment, d'expérimenter avec des éclairages paléolithiques dans une grotte. Recréer des éclairages, ça c'est impossible. Par contre, par le biais des nouvelles technologies, etc., on va vers des horizons où on pourra simuler de plus en plus les éclairages paléolithiques et voir justement de quelle manière ça peut avoir une incidence à la fois sur les reliefs et également sur les images. Et là, comme vous l'avez vu sur ce pilier donc, représenté dans une grande grotte du nord de l'Espagne, sur lequel est représentée une image un être mythique ou un chaman, on n'en sait rien, voilà, une figure caractéristique, et on voit que la lumière projette sur la paroi, en gros, une espèce de clone de cette gravure-là. Alors c'est quelque chose qui n'est pas évidemment courant, mais bon, qui est la démonstration que certainement les artistes ont joué aussi avec ces outils-là, et qu'il ne faut pas l'exclure aussi de l'approche que nous avons d'une manière globale de l'art paléolithique, et en particulier de la démonstration que je vous fais, où les éclairages... dans le cas de mon ouvrage Préhistoire du cinéma, je fais référence à d'autres exemples où on a dans des grottes du Lot, par exemple, qui ont été étudiés aussi par le préhistorien Michel Laure-Blanchet, des cas où vous avez les éclairages qui accentuent des parties du corps, ou qui les font vibrer en fonction de la manipulation que l'on fait à proximité des parois. Donc ça, c'est des choses difficiles à mettre en évidence d'un point de vue scientifique, évidemment, mais qui sont réelles et qui sont évidentes à partir du moment où vous êtes dans ce type de milieu. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai travaillé sur cette représentation du mouvement. J'ai pu mettre en évidence que ce mouvement, finalement, il permettait de représenter des comportements précis, et qu'on était là sur les bases donc, d'un système de narration graphique, donc que ces images-là, entre guillemets, permettaient donc de raconter des histoires, des récits, des mythes, etc. Et en fait, très tôt, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait peut-être que l'hypothèse de l'existence de mécanismes qui permettaient aussi de retraduire certains mouvements décomposés, qui permettaient d'aller encore plus loin dans la traduction de mouvements rapides, dans la restitution de mouvements rapides, des espèces de mécanismes, était peut-être existant dès ces périodes très anciennes. Et j'avais observé notamment cet objet qui est actuellement déposé au Musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, où on a une petite plaquette avec au recto et au verso la représentation d'un renne dans deux positions différentes. Alors, est-ce que c'est le même individu, encore une fois, ou deux individus différents? En tout cas, ce sont deux positions différentes qui peuvent se compléter, qui peuvent être successives, voilà, qui ne sont pas là par hasard, quoi qu'il en soit, où on voit l'animal en train à gauche de se dérober du postérieur, et de l'autre côté, il est carrément couché sur le flanc, ou mort, ou en train de dormir. Enfin, peu importe, deux positions différentes qui peuvent se compléter. Et j'avais observé donc cet objet il y a très longtemps, pareil, en 1990, j'étais sur Paris à l'époque, etc. Et je m'étais posé la question de savoir si, en manipulant cet objet qui fait à peu près 15 cm, si en le manipulant rapidement, il n'y avait pas la possibilité de restituer, vous voyez, d'associer ces deux images et d'avoir une forme de restitution dynamique de mouvement qui aurait été pensé par l'artiste. Alors bon, j'ai un peu écarté cette hypothèse parce que je ne voyais pas trop comment ça pouvait fonctionner, est-ce qu'il fallait attacher un cordon, etc. Voilà, je l'ai gardé bien au chaud, mais j'ai quand même publié cette hypothèse-là à ce moment-là, mais je l'ai un peu oubliée jusqu'en 2007, où un collègue qui reproduit des objets paléolithiques pour les musées, etc., m'a dit, je crois que j'ai le complément de ton hypothèse, j'ai découvert une utilisation d'un objet qui est assez connu, qui peut correspondre à ce que tu dis dans ton travail. Et c'est là où on a observé cet objet qui correspond à ce qu'on appelle un contour découpé, donc c'est des petites rondelles en os, qui servaient à la fois de pondeloque ou de bouton, qu'on retrouve assez communément dans l'art magdalénien en France et en Espagne, en Dordogne, dans les Pyrénées. Et donc vous avez ce cas précis d'une rondelle du site de Loge-Ribas qui est en Dordogne, qui date d'environ 15 000 ans à peu près, on est dans l'art magdalénien, et de part et d'autre de cette rondelle, vous avez
est représenté un chamois, enfin un isard, là également dans deux postures différentes. Alors, est-ce que c'est le même individu, toujours pareil, ou deux individus différents? Ils sont très très proches, vous voyez, l'un de l'autre. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont dans deux postures différentes. Alors là, je vais vous montrer pareil un visuel, un audiovisuel. Voilà. Donc là, je vais aller un peu plus vite parce que le temps passe. Donc on a représenté à l'identique l'objet. Donc la personne que vous voyez là, c'est juste une petite lamelle en fait. Je vais baisser le son. Aménagé, on aménage ici la pointe. Voilà, ici une petite qui intervient donc régulièrement, maintenant qui est vraiment sollicité systématiquement dès qu'il y a un film sur l'art paléolithique. Là, il vient les documentaires sur la grotte Chauvet, le dernier, celui sur la grotte Coscar, etc. Donc, pourquoi? Parce que c'est un spécialiste de la reconstitution des objets paléolithiques. Donc, que ce soit au niveau des documentaires ou des musées, etc., on fait quasiment systématiquement appel à ses services, donc parce qu'il est capable de refaire un objet à l'identique avec les technologies de l'époque. Donc là, j'avais demandé de refaire cette rondelle à l'identique pour pouvoir justement faire une expérimentation qui n'est pas possible évidemment avec l'objet réel qui est exposé donc, au musée du Périgord à Périgueux justement. Donc on a fait un facsimilé et on a vérifié donc, sur ce facsimilé une hypothèse parce qu'on s'est rendu compte que cet objet mis dans une certaine situation pouvait aller dans le sens de l'hypothèse que j'avais fait en 1990 en observant la petite plaquette au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Donc je vais avancer un peu. Voilà, donc là il refait l'objet, vous voyez. Alors cette vidéo, pareil, je pense qu'elle doit être... Elle est visible dans mon livre Préhistoire du cinéma. Vous avez un CD-ROM qui est à l'intérieur qui permet de revoir en fait l'ensemble de ces vidéos. Et puis dans le cadre, vous avez une petite séquence dans le cadre du film aussi Arte, quand Homo sapiens fait son cinéma, pour répondre à votre question de tout à l'heure. Mais c'est vrai que dans le livre Préhistoire du cinéma, vous avez un CD-ROM qui reprend toutes les vidéos que je vous ai présentées. Donc là, Florent a refait l'objet, vous voyez, donc il a gravé, il a refait ça vraiment en respectant la technologie des artistes paléolithiques, il a mis en évidence le tracé avec du manganèse, vous voyez, avec des... voilà. Et après, l'objectif, c'était de voir ce que pouvait donner la rotation de ce mouvement, c'est-à-dire comment on pouvait mettre en mouvement cet objet pour voir s'il permettait justement d'associer ces deux images au recto et au verso et à ce moment-là reproduire un mouvement qui avait été décomposé par l'artiste sur deux faces de ce même objet. Donc ça, vous allez voir ce que ça donne. Donc il a utilisé des tendons naturels pour faire le fil. Donc ça, c'est des choses qui... Voilà, tout est vraiment fait dans les règles de l'art, en respectant les façons de faire des artistes de l'époque. Voilà. Et voilà. Donc c'était l'hypothèse donc de Saint-Germain-en-Laye. Si ça marche aussi, Saint-Germain-en-Laye, mais il faut le faire avec de l'infographie, évidemment, à la main, ça ne marche pas. Donc c'était en théorie. Mais là, cet objet-là, en plus avec le trou à l'intérieur, vous voyez, l'hypothèse était, voilà, est-ce qu'on n'est pas face à ce genre de... Alors on ne peut pas l'affirmer à 100%, mais c'est quand même assez troublant quand on fait l'expérimentation. Donc on peut se demander à quoi d'autre ça pouvait servir, quoi. Bon, on a ce cas précis. D'autres rondelles ont été analysées. Alors c'est un peu moins spectaculaire, mais ça marche également. Alors parfois avec des motifs schématiques, vous voyez, comme des croix, des flèches, vous voyez, des systèmes de flèches qui bougent, des trucs comme ça, parfois un peu plus psychédéliques, entre guillemets. Mais dans ce cas précis, vous voyez, c'est vraiment troublant. Donc dans l'ouvrage et puis dans le film Arte, vous avez le conservateur de la Cinémathèque française qui regarde l'objet. Bon, il est estomaqué parce que ça correspond exactement à un type d'objet. Je vais vous montrer la suite du PowerPoint et la fin. Où là, voilà, donc ce type d'objet en fait correspond d'un point de vue formel
automatrope historique, donc qui est inventé en 1825 par ce physicien John Ayrton Paris, je crois qu'il y a une faute là. Mais bon, voilà, c'est un physicien anglais qui invente cet objet pour s'amuser. Donc il crée ce qu'on qualifiera plus tard un jouet optique, mais qui permettait, vous voyez, d'associer deux images par le biais d'une rotation. Sauf que dans le cas du thaumatrope historique, donc qui est en gros le temps zéro de la période dite du pré-cinéma qui va conduire au cinéma, vous avez deux images complètement différentes. Et ça, je ne m'en étais pas rendu compte. Et ça m'a été rappelé à plusieurs reprises, notamment par le conservateur de la Cinémathèque française, mais également par des professeurs d'histoire de l'art ou d'animation qui m'ont dit mais le thaumatrope paléolithique va encore plus loin parce qu'il produit une synthèse du mouvement en associant deux images successives. Et quand on dit synthèse du mouvement, on dit cinéma, tout simplement. C'est-à-dire le cinéma, ce n'est pas l'écran de projection. Le cinéma, c'est la synthèse du mouvement. Donc ça veut dire que là, on a la démonstration qui peut paraître extraordinaire d'un moment de notre préhistoire de l'art où certains artistes ont probablement pressenti ce mécanisme de recomposition du mouvement par le biais d'une synthèse. Alors, évidemment, ça reste une hypothèse, mais comme vous l'avez vu, c'est quelque chose qui est assez étonnant et qui finalement n'est pas incompatible avec tout ce que je vous ai montré. Ou en conclusion, ce qu'on peut dire, bon là vous avez évidemment ce qui nous conduit, voilà, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a rien d'étonnant, parce que comme je vous l'ai démontré dès le début, on est face à des artistes chasseurs-cueilleurs, donc très sensibles à leur environnement, mais qui également maîtrisent parfaitement la façon de représenter les animaux qu'ils ont sous les yeux, de différentes manières, avec variations, etc., et qui comprennent très tôt à quel point ces images-là permettent justement de dire des choses, de raconter. On est face à un premier médium visuel de notre humanité. Et ils ont poussé très très loin leur travail, parce qu'il y a vraiment une quête de restituer des images de vie, des images mouvements, et donc une quête également du temps, vous voyez, de la représentation du temps. Donc c'est quelque chose qui traverse moi mon travail et qui correspond également à ce qu'on perçoit à travers notre histoire de l'art. On a la succession de notre histoire de l'art, et là pour le démontrer, on est face à des images qui sont pas faites juste pour figer sur une paroi ou sur une toile, etc. Un motif. On fait ça à défaut, à tel point qu'au 19e ou 20e siècle, à partir du moment où l'invention de la photographie apparaît, bien évidemment, ça ne trouve bouleverser notre histoire de l'art. L'image ne sert plus finalement la fonction même de l'image se trouve bouleversée par ces sauts technologiques. Donc c'est ce que j'ai essayé de démontrer, c'est qu'à défaut et en fonction donc de l'évolution des technologies, évidemment, cette quête de vie, cette quête de mouvement est en place très très tôt dans notre humanité, et que finalement les premiers artistes de la préhistoire ont pressenti la plupart des concepts fondateurs de notre pratique de l'image actuelle. Voilà, mais je vous remercie. Excusez-moi d'avoir été un peu long.